Bonjour à tous, vous écoutez Marie Petitot, la plume qui dépoussière l'histoire et fait revivre les personnages du passé. Robert Houdin, le prince de l'illusion. Épisode 1, Pendule et automate. Le 10 juillet 1845, un chroniqueur de la gazette Le Charivari ne tarit pas d'éloges sur un spectacle parisien d'un genre totalement nouveau, les soirées fantastiques de Robert Houdin. Un spectacle où l'élégance et l'illusion sont reines. Dans la galerie de Valois au Palais Royal à Paris, il y a un sorcier. Ce sorcier s'appelle Robert Houdin. Un sorcier véritable, un enchanteur réel, garanti et contrôlé, qui fait des miracles visibles à l'œil nu pour la bagatelle de 2 francs. De 6 à 8 heures du soir, dans un petit théâtre dont l'ouverture a eu lieu jeudi dernier. Ô vous tous qui descendez de Thomas et qui êtes doués d'une incrédulité parisienne, d'un scepticisme éclectique, d'une indifférence philosophique à l'endroit du surnaturel et du merveilleux, allez voir pour y croire et vous reviendrez convertis. Un enchanteur qui fait des miracles. Les journaux s'en régalent. La première de ces soirées fantastiques a lieu précisément le 3 juillet 1845. Nous sommes donc au 164 de la galerie de Valois qui donne dans les jardins du Palais Royal. Aristocrates et bourgeois se pressent dans un petit et charmant théâtre décoré en rouge et or. Ils se croiraient dans l'un de leurs salons. Comme c'est intimiste. Derrière le rideau de scène, Robert Houdin a le ventre noué par la nervosité. Il raconte dans ses confidences et révélations parues en 1868. 8 heures sonnèrent et retentirent dans mon cœur comme la dernière heure du condamné. Jamais dans ma vie je ne ressentis pareille émotion, pareille torture. Il a travaillé dur pour en arriver là. Il sait qu'il joue son nom, sa fortune et l'avenir de sa famille. Le rideau se lève. Le public n'en croit pas ses yeux. Nombreux sont ceux qui s'attendaient à voir un escamoteur en habit loufoque et chapeau pointu brailler des calembours. Ils sont heureusement surpris. Le front large, le nez saillant, la bouche spirituelle, le visage osseux, il porte ses cheveux longs et bouclés à la mode de 1830. Un étonnant mélange entre le savant et l'artiste romantique. Le spectacle commence. Sa voix se fait entendre. Que sa parole est sobre, que son éloquence est simple et efficace. Comme c'est intéressant, il tient un discours scientifique au lieu d'envoyer de la poudre aux yeux. Cloués à leur siège, les spectateurs sont incapables de détacher leur regard de la scène où se succèdent des tours réalisés à l'aide d'automates. Des merveilles de mécanique, de poésie et d'ingéniosité. Robert Houdin annonce subitement l'oranger merveilleux. Qu'est-ce donc ? Oh, le voilà qui emprunte un mouchoir à une dame. Il roule le mouchoir sur lui-même pour confectionner une boule qu'il place à côté d'un œuf, d'un citron et d'une orange. Le mouchoir disparaît dans l'œuf, qui disparaît dans le citron, qui disparaît à son tour dans l'orange. Il annonce alors la création d'une liqueur fantastique. Mais que fait-il ? Robert Houdin presse entre ses mains l'orange qui devient de plus en plus petite et produit une poudre passant dans un flacon rempli d'esprit de vin. Soudain, on apporte sur scène un automate prenant la forme d'un oranger en pot, bien feuillu, mais dépourvu de fleurs et de fruits. Robert Houdin verse la liqueur inflammable dans un vase et y met le feu. Il place alors le vase sur l'oranger. Les spectateurs émerveillés observent l'arbre se charger de fleurs. Attendez, les fleurs se transforment en fruits. Robert Houdin distribue les oranges à son public. Toutes, sauf une, restées dans l'arbre. C'est alors qu'elle s'ouvre en 4 parties et dévoile son trésor. « Mon mouchoir !» s'écrie la dame. 2 papillons battant des ailes le soulèvent chacun par un coin et le déploient dans les airs devant la salle médusée. Tout cela est manœuvré par un ingénieux système mécanique de pédales, de charnières et de trucs parfaitement maîtrisés.
Les papillons artificiels, par exemple. Ils sont montés sur d'invisibles fils de métal projetés dans les airs dès l'ouverture de l'orange confectionnée en acier. Chaque soir, le public des soirées fantastiques du théâtre Robert Houdin quitte la salle avec le sourire aux lèvres et des étoiles plein les yeux. Mais qui est cet homme étonnant, à la fois inventeur, mécanicien, scientifique et premier prestidigitateur officiel de l'histoire? Voici le destin merveilleux du grand maître de la magie moderne, celui qui la débarrasse de ses mystifications historiques et lui donne ses lettres de noblesse. Jean-Eugène Robert naît à Blois le 7 décembre 1805. Son père est horloger. Aussi, Jean-Eugène travaille très tôt comme apprenti dans l'atelier paternel. Il écrit dans ses confidences: « Je serais tenté de croire que je vins au monde avec une lime, un compas et un marteau à la main, car, dès ma plus tendre enfance, ces instruments furent mes hochets, mes joujoux. J'appris à m'en servir comme les enfants apprennent à marcher et à parler. » Rapidement, réparer les engrenages et les ressorts éveille chez lui une véritable passion. Il ne rêve que d'horloges et de tabatières à musique. Hélas, son père a d'autres plans de carrière. Hors de question que son fils se cantonne à l'état d'ouvrier. Le prestige de l'étude et du panonceau d'or le fait frémir d'ambition. Jean-Eugène sera notaire. Après des études de droit, il entre comme clerc chez un certain maître Roger en 1823. Cette nouvelle profession est loin d'enchanter le jeune homme. Un journal écrit: « Il préférait l'établi au pupitre, la lune à la plume et au papier timbré le dessin graphique. » N'y tenant plus, abandonnant dossier et encrier, Jean-Eugène renonce au notariat et perfectionne ses connaissances en horlogerie chez un cousin de son père, avant d'entamer un tour des villes de province. C'est une période mouvementée pour le jeune mécanicien. Il arrive finalement à Paris en 1830 et travaille pour l'horloger Jacques Houdin, originaire de Blois et très estimé dans la capitale. Quelques mois plus tard, il épouse sa fille, Cécile Églantine Houdin, qui lui donne 2 garçons. S'ouvrent 15 années particulièrement fécondes. Jean-Eugène Robert, qui accole très vite le nom de sa femme au sien pour se distinguer, devenant Jean-Eugène Robert Houdin, installe son atelier au 63 rue du Temple. Tout en réparant montres et pendules, il se consacre à la recherche et à l'invention. Il est à l'origine d'un nombre colossal de brevets. Par exemple, en 1837, il invente le réveil-briquet, une invention animée d'un mouvement de montre à échappement, libérant une petite bougie à l'heure choisie. Le bout, imprégné d'une composition très précise, prend feu par un système de frottement mécanique. C'est un succès commercial phénoménal. À tel point que Robert Houdin peut déménager au 13 rue Vendôme, adresse autrement plus prestigieuse, et embaucher des ouvriers. Le voilà qui peut se consacrer à la création de son grand chef-d'œuvre d'horlogerie, la pendule mystérieuse. Cette pendule est l'expression parfaite du talent de mécanicien de Robert Houdin et déjà de son talent d'illusionniste. Une pendule où les rouages semblent absents, qui donne l'heure comme par magie. Robert Houdin expose pour la première fois plusieurs versions de la pendule mystérieuse lors de l'exposition des produits de l'industrie à Paris en 1839. Le journal des débats politiques et littéraires décrit l'une de ces versions.
Sur un socle carré s'élève une colonne légère en cuivre. Elle supporte un cercle du même métal et dans ce cercle un cadran de cristal, mince, uni, transparent, sur lequel sont marquées les heures en chiffres romains. Au milieu de ce cadran se voit une aiguille. Rien de plus, on n'aperçoit ni mouvement ni ressort. Et cependant, cette aiguille complètement isolée sur ce cristal que la vue traverse en tous sens, cette aiguille marche, tourne et désigne exactement l'heure. C'est là le mystère. Je vous explique ce mystère qui fascine alors les contemporains de Robert Houdin. Le mécanisme invisible est dissimulé dans le socle et transmet le mouvement au cadran. Et oui, c'est lui qui tourne, pas l'aiguille, car ce cadran est en réalité double. 2 écrans de cristal de même dimension. Sur le verso du premier sont peintes les heures. Le second, placé à l'arrière, est mobile et serti dans un cerclage de bronze ou de laiton. C'est là que sont dissimulées les dentelures ou rouages qui le font tourner, entraînant l'aiguille. Cette invention spectaculaire connaît une vogue sans précédent dans le milieu horloger et donne du fil à retordre aux confrères de Robert Houdin qui tentent de copier l'ingénieux système. Lui-même, poussé par une quête de mystère et d'excellence, ne cesse de perfectionner le mécanisme et de le rendre plus magique. Bientôt, les pendules mystérieuses sont supportées par des colonnes de cristal où s'actionne un tube transparent. Ce sont les pendules à 2 mystères. Les versions à 3 mystères intègrent un mécanisme invisible encore plus complexe car ce n'est plus une aiguille, mais bien 2 qui semblent tourner toutes seules. Eh bien oui, c'est l'apparition de l'aiguille des minutes. Robert Houdin va jusqu'à complexifier son invention en transformant la forme du cadran. De circulaire, il passe à carré, ovale, en arche brisée, jusqu'à même employer 4 épaisseurs de cristal ou de verre pour masquer les mécanismes. Plusieurs modèles de cette pendule mystérieuse sont conservés au musée de la magie Robert Houdin, dans le Marais à Paris. Au mois de février, j'ai pu en admirer une magnifique au musée des arts précieux Paul Dupuy de Toulouse. Et il n'y a pas que pour ses brevets et ses pendules mystérieuses que Robert Houdin récolte l'admiration de ses pairs et l'enthousiasme des foules. Ne parle-t-on pas aussi de lui comme le digne successeur du grand Vaucanson, le célèbre inventeur d'automates du XVIIIe siècle ? L'âge d'or des automates est assurément la fin du XVIIIe siècle, nous l'avons vu. Mais c'est au XIXe siècle que les automates sont produits à plus grande échelle, perfectionnés et même commandés par des personnalités royales. Robert Houdin s'intéresse particulièrement aux automates et se montre très doué pour concrétiser les idées qui surgissent de son esprit. Dès son arrivée à Paris, ces fantoches jouant du tambour, ouvrant les yeux et tournant la tête, arrêtent tous les passants devant les vitrines des marchands de jouets. Il se taille une réputation d'excellence, au point qu'on vient le solliciter pour restaurer les automates les plus célèbres du XVIIIe siècle. Parmi eux, la fameuse joueuse de tympanon, achetée par Marie-Antoinette à Pierre Kinsing, est conservée au Musée des Arts et Métiers de Paris. Très vite, Robert Houdin crée ses propres automates à succès. Un joueur de gobelets, un danseur de cordes et un rossignol chantant commandé par un négociant de Saint-Pétersbourg. Mais il frappe surtout les esprits avec un automate qui l'occupe pendant plus d'1 an, présenté à l'exposition de 1844, l'écrivain. Il trône en première place sur le gradin circulaire que Robert Houdin fait ériger spécialement pour l'occasion. Le public se presse pour admirer l'automate jusqu'à intriguer le roi des Français en personne. Robert Houdin raconte. Louis-Philippe faisait des visites journalières au palais de l'Industrie et mes automates lui avaient été signalés comme méritant son attention. Il témoigna le désir de les voir et me fit annoncer sa visite 24 heures à l'avance. J'eus donc le temps nécessaire pour mettre tout en ordre. Le roi arriva tenant le comte de Paris par la main. Je me plaçai à sa gauche pour lui donner l'explication de mes différentes pièces. Les autres membres de la famille royale formaient cercle autour de Sa Majesté. La foule, maintenue par les gardiens du palais et les agents de police, laissait un vide autour de mon exposition. Le roi fut d'une humeur charmante et sembla prendre plaisir à tout ce que je lui présentais. Pour terminer la séance,
on s'était arrêté devant mon écrivain. Cet automate, on doit se le rappeler, écrivait ou dessinait, suivant la question qui lui était posée. Le roi lui fit cette demande. « Combien Paris renferme-t-il d'habitants » L'écrivain leva la main gauche qu'il tenait appuyée sur son bureau, comme pour indiquer qu'il fallait lui remettre une feuille de papier. Il écrivit très distinctement « Paris contient 9 998 964 habitants ». Le papier passa des mains du roi dans celles de sa famille et chacun se plut à reconnaître la perfection des caractères. Mais je vis que Louis-Philippe avait une critique à me faire, son sourire plein de finesse l'annonçait assez. Aussi ne fus-je point surpris lorsque, me montrant le papier qui lui était revenu, « Monsieur Robert Houdin, me dit-il, vous n'avez peut-être pas réfléchi que ce chiffre ne se trouvera pas d'accord avec le nouveau recensement que l'on est sur le point de terminer. » Contre mon attente, je me sentais à mon aise devant ces illustres visiteurs. « Sire, répondis-je avec assez d'assurance pour un homme peu habitué à se trouver en face d'une tête couronnée. J'espère qu'à cette époque, mon automate sera devenu assez intelligent pour faire des corrections s'il y a lieu. » Le roi parut satisfait de ma réponse. L'écrivain vaut une médaille d'argent à Robert Houdin. Il se voit d'ailleurs décerner des médailles d'or et d'argent à chacune de ses présentations aux expositions. Mais aussi prestigieuses qu'elles soient, ces médailles ne lui permettent pas de gagner sa vie. Depuis quelque temps déjà, il assiste parfois aux représentations données par un certain Philippe Talon, escamoteur comme on dit alors, installé dans une salle au Bazar Bonne Nouvelle, en plein cœur de Paris. Vêtu de grandes robes théâtrales et de chapeaux pointus interminables, il présente des farces et des tours burlesques qui font la joie des Parisiens. Une idée est en train de germer dans l'esprit de Robert Houdin. C'était Marie Petitot dans le podcast Plume d'Histoire. À très bientôt pour le prochain épisode de la série Robert Houdin, le prince de l'illusion.